Après le GP du Mexique, je believais encore. Mais je me disais qu'il allait falloir pour une perf générationnelle si Verstappen voulait rester en lice pour le titre. Et si on a bien eu une perf générationnelle au Brésil, c'est peut-être trop peu, trop tard. On va pas tortiller trop long pour cette intro, je suis Clippy, vous pouvez soutenir la chaîne avec Oli Energy, lien très certainement en com épinglé, ou le code Clippy simplement si vous avez la flemme de passer par mon lien, je comprends aussi. Bienvenue dans Garage Talks. Bon, météo incertaine, sprint, un circuit physique, un des rares où on tente dans le sens anti-horaire de surcroît, un des rares où doubler est encore possible, bien que les détracteurs du DRS te diront qu'ils auraient préféré se faire chier 1h30 pour la pureté du sport. Le Brésil, c'est rarement, même jamais, un Grand Prix où on se fait chier. Sans faire gros récap du week-end que j'ai fait fut un temps. Side note, by the way, en ce moment, c'est extrêmement compliqué, le contenu tiers. Par contenu tiers, j'entends du coup les images qui ne m'appartiennent pas, donc à peu près tout ce qui ne sort pas de cette caméra ou de ma carte de capture. Et il y en a parmi vous qui sont venus me voir en DM pour me dire « Oui, regarde, il y a machin, il contourne les strikes de la FOM comme ci, comme ça. » Alors, à la vérité, on n'a pas besoin de se faire chier avec tout ça parce que pour contourner un bot et pas se faire strike par la FOM, j'ai juste besoin de montrer moins de 20 secondes avant de couper à une autre séquence ou avant de revenir sur ma gueule. Comme ça, le bot me strike pas en fait. Je peux le mettre en full screen avec les couleurs et pas faire le truc des screenshots. Ça, c'est que pour le bot. Ça me préserve pas des strikes manuels. Et comme en ce moment, il y a énormément de créateurs qui perdent leur chaîne à cause de copyright strike abusifs. Vous connaissez peut-être Underman, et ben c'est compliqué. Donc on va être relax, on va foutre des screenshots et un gameplay F1.25 comme si c'était genre une vidéo Subway Surfer sur TikTok pour ma rétention, ou alors des vidéos qui ont été prises par le public qu'on peut trouver sur les réseaux, parce que ça la FOM techniquement peut pas me strike dessus, ou plutôt légalement n'a pas le droit de me strike dessus, mais pourra le faire quand même parce que le système est abusé de ouf. YouTube, bougez-vous les miches. On a eu un sprint agité sur un sol gras, on a eu un red flag, on a eu l'énorme crash de Bortoleto qui était glaçant. Et le niveau de sécurité qu'on a en Formule 1 maintenant pour qu'il puisse sortir de la voiture sans problème, c'est... Waouh! Juste waouh. On a eu moult pénalités dont je parlerai plus tard parce que je suis à bout. Et peut-être, surtout, la Picture Championnat qui vient de shifter une toute dernière fois. Faut que j'arrête de claquer des doigts parce que c'est mon marqueur pour reprendre des prises. Parce que Piastri a vécu un week-end difficile au Brésil entre le crash en sprint et la pénalité en course et aussi en termes de rythme. Je suis pas sûr qu'Oscar, sans pénalité, aurait rattrapé Lando dimanche. Alors il y a plein de facteurs pourquoi qu'il avait du mal et même aussi des livreurs chronopost, c'est vous dire la quantité. Le crash en sprint était peut-être pas totalement de sa faute, l'utilisation des softs qui étonnamment n'avait pas un tel gain de performance vis-à-vis des médiums. Marrant qu'on en revient toujours à parler de pneus noirs, ronds, Pirelli. Il y avait le resurfaçage aussi qui a pas aidé beaucoup de gens parce qu'il y avait ce qu'on appelle des diamond cuts ou des coupures diamants, il faut vraiment que je traduise tout. Normalement c'est fait pour évacuer l'eau, les pneus Michelin sont pas fans des diamond cuts, flashback Indianapolis 2005. S'il y a des rainures sur la piste, tu glisses plus, donc ta dégradation est plus élevée, le circuit est bosselé, etc., etc. La conduite est du coup moins simple, la fenêtre de setup plus resserrée, mais ça, c'est la même pour tout le monde. Le fait est que, et ça c'est les mots de Brown lui-même, Piastri est moins à l'aise quand les conditions sont pas optimales que Lando. Donc c'est-à-dire qu'il y en a un qui brille quand les conditions sont parfaites, et il y en a un autre qui brille quand les conditions le sont un peu moins. Et généralement, t'as un avantage si t'arrives à rouler fort quand c'est la merde, quoi. Et Piastri d'ailleurs lui-même a reconnu en interview devoir s'armer contre ça. La chance étant pour lui que sur les 3 week-ends de Grand Prix qui restent, on en a 2 où les conditions sont pas excessivement changeantes et sont généralement optimales. Mais là, le mouvement de points, ça fait beaucoup à 3 courses de la fin, parce qu'il a 24 points d'écart. À moins d'un DNF, combler ce gap organiquement, ça va demander beaucoup d'Oscar et très peu de Lando. Genre même une défaillance de Lando. Ce qui ne veut pas dire que c'est fini, j'en ai un peu plein le cul de cette culture de l'instant où tout est fini tout de suite. Ah oui, Oscar est rincé, c'est dans la poche pour Lando. Ah oui, bien sûr. Et les mêmes prophètes de la culture de l'instant qui me disaient que Hamilton chez Ferrari, c'était 8e titre, première année assurée. Les mêmes prophètes de la culture de l'instant qui m'informent que parce que les agents de Berman et de Leclerc sont en train de faire de la prospection ailleurs, c'est leur boulot, et ça veut dire que l'an prochain, il y a peut-être Loulou qui va se faire jarter. Alors au moment où je dis ça, la sortie presse d'Elkann qui peignait les pilotes comme principal responsable des problèmes Ferrari était pas encore sortie. Ça rend pas mon point moins valide, les agents font effectivement leur travail quoi qu'il arrive. Il y a
moult fois où les agents de Leclerc sont allés toquer à d'autres portes que celles de Ferrari. Et quant à la sortie presse d'Elkann là, sur le sujet, j'en parlerai quand il y aura quelque chose de plus concret qu'un énième milliardaire qui tape du poing sur la table parce qu'il a pas ce qu'il veut. Prenez du recul, s'il vous plaît. Prenez du recul, genre, vous focalisez pas sur une course. Essayez d'évaluer les choses dans leur ensemble. Pour ma santé mentale, pour mon anxiété, s'il vous plaît. Après, je vais pas donner tort non plus à ceux qui disent que c'est compliqué, pas que c'est fini, hein, que c'est compliqué. Ah oui, il y a une nuance. Parce que là, le sum d'Oscar, il est énorme. On a 3 DNF en quoi 5 week-ends de course. On est d'accord, ça fait beaucoup en très peu de temps. Parce que c'est la pression d'un potentiel premier titre pour un pilote qui, il est pas si expérimenté que ça, hein, il est nouveau. Il est pas nouveau, genre c'est un rookie, mais il a 3 saisons sous la ceinture, même pas. Est-ce que le feeling de la voiture est moins présent? On sait que la McLaren avait un petit problème au niveau de la suspension avant qui ne donnait pas à Lando le feeling dont il avait besoin. Est-ce que Oscar a peut-être des problèmes avec ça, lui aussi? Que ça a émergé que maintenant? Est-ce que ça a à voir avec son seat time, un manque de prep? Est-ce que il a juste, je sais pas quoi. Est-ce que c'est juste parce que Mercure est en rétrograde et qu'il est ascendant Capricorne? Je sais pas. Et il y a tellement de facteurs, je vais pas refaire la même vanne, vous en faites pas. Mais il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer un GP ou qui peuvent influencer un pilote sur une série de Grands Prix qu'à mon humble avis, l'enterrer, c'est une mauvaise idée. Parce que c'est pas fini, parce que la diva n'a pas chanté son grand air et que même s'il est à 24 points, il lui reste 3 week-ends et 4 courses pour fermer le gap. Il peut continuer à chier dans la colle non-stop, il peut continuer à slump ou il peut revenir. Il peut aussi se battre jusqu'au bout et perdre, mais ne rien laisser à Lando, ce qui resterait une victoire mentale. Surtout que Lando, il a pas la tâche facile parce qu'il y a 2 pilotes qui vont vouloir lui mettre la pression. Bon, le truc avec le Believe, là, c'est une ref. Hein, c'est une vanne en 3 actes, en théorie. Si vous avez maté Ted Lasso, d'une part, oui, vous avez raison de penser systématiquement à Royal Republic quand vous voyez l'acteur principal. Je refuse de croire que ce ne sont pas les mêmes personnes. Et de 2, vous savez. Vous savez que après vient un speech sur l'espoir, que c'est la fin de la première saison. Du coup, vous savez que ça, c'est du foreshadowing et pas nécessairement positif. Après, c'est pratique pour moi en tant que vidéaste parce que je peux complètement, si au final j'ai eu raison de Believe, ramener le truc directement à la saison 3. C'est avec les morceaux qui sont découpés. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous êtes du père, vous êtes il casse les couilles. Le truc c'est que de toute façon les choses pourraient ne pas être aussi serrées que ce que je veux. Le scénar où Verstappen l'emporte du fond des enfers après une année en dents de scie, il est meilleur encore que celui où la FC Richmond joue le maintien. C'est fou, c'est spectaculaire, ça le place encore plus comme un putain de boss de Dark Souls, fallait être là à l'époque des Weekend Review. Et vous pouvez complètement le détester, vous pouvez même juste ne pas l'aimer. Mais vous pouvez rien retirer au combo Verstappen-Red Bull. Non seulement ça lâche rien, ça sort des perfs générationnels comme Pitlane P3, avec un stop en trop pour crevaison lente, qui était peut-être salvateur en fait, on y vient après. Dans une course giga circonstancielle où il fallait toujours le bon move au bon moment, et où la strat a été perturbée, il n'y a pas eu un pas de travers. T'as eu l'impression qu'entre samedi soir et dimanche après-midi, le delta de perf Red Bull McLaren, il a été gommé. Purement et simplement. Coup de Posca blanc. Mais c'est pas assez. Même avec la P2 qu'il a pas pu avoir, le sort du championnat, c'est peut-être jouer samedi. Après le Mexique où c'était vraiment de la limitation de dégâts, je savais qu'il fallait une perf Vettel Prime pour en remettre Max. Non pas dans le momentum, parce que le momentum c'est une chose, mais il faut le récupérer tous les week-ends. C'est compliqué le momentum dans le sport. Ça fait du bien au mental du sportif, soit, mais quand le momentum s'arrête brutalement, ça fait tout autant de mal. Non, là il fallait une win dominante sur le sprint et la course. Mais là, si quoi que ce soit, la perf Vettelesque, elle venait de Lando. Verstappen out en Q1 pour la première fois au rythme, sans incident, sans pénalité, sans couverture capot qui s'arrache. Verstappen dans les tréfonds du classement, oui, là soudainement c'est logique de prendre un moteur neuf pour peut-être le runner dans un réglage, un setting qui lui donne plus de puissance. Parce que 3 courses après tout, hein, tu peux le runner à 101% tout du long, plutôt que de le runner à 97%, c'est des chiffres que je sors de mon cul. Hein. Souvenez-vous d'Hamilton et sa perf au Brésil 2021, qu'il doit en grande partie à son moteur. Alors c'est long et compliqué, mais oui, à force d'expérimentation sur un cobaye finlandais, Mercedes a trouvé moyen de renforcer le bloc pour rouler dans un mode de puissance plus élevé sans niquer la fiabilité. Juste en contrepartie, je crois que le moteur avait pris 1,5 kg
ou 5 kilos. Non, 5 kilos, ce serait beau. Mais bref, le jeu en valait la chandelle. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça enlève rien à la perf. C'est juste un énième rappel qu'en Formule 1, ce n'est ni le pilote ni la voiture, mais la somme des deux. Non, Loulou, c'est le plus fort. Ah ben ça se voit, hein. Là au Brésil, il était au top, hein. Mais au top. Et dans le cas de Red Bull, même s'ils sont pas repassés par l'usine pour genre modifier le moteur et mettre du silicium dedans pour pouvoir renforcer l'alliage, même s'ils ont pas un turbo en adamantium ionisé, le fait de pouvoir genre se permettre la pénalité de prendre tous les composants moteurs maintenant, ça leur permet de rouler sur les 3 dernières courses déjà avec une certaine sérénité, et d'autre part de choisir un setting un poids plus élevé, pas mettre les mêmes restrictions à un moteur que t'as besoin de rouler que 3 courses versus un moteur avec lequel t'as besoin de faire 6 courses. Et en plus de cette histoire de moteur que j'ai fait 2 tangentes dedans parce que je suis un connard, ils ont aussi pu altérer le setup parce que devinez quoi, au Brésil, la fenêtre de setup était soudainement redevenue étroite. Alors on remercie les comptes fans d'équipes sur Twitter qui ont un peu de traction, qui sont fans d'une équipe mais qui vont effectivement immédiatement chier sur l'équipe à la première difficulté. Et ne croyez pas que les comptes fans Ferrari ont ce monopole, hein, il y a aussi notamment les comptes fans Red Bull. Mais avant de sauter à la gueule de Washer parce que waouh, la fenêtre de performance et de setup était plus étroite, j'aimerais vous rappeler que d'une, la Red Bull a toujours les mêmes tares qu'elle avait en début de saison, même si la fenêtre est plus large, elle est toujours limitée. Et de deux, Interlagos c'est giga bosselé, donc faut runner la voiture beaucoup plus haut. Se trouve aussi qu'en qualif, le setup c'était un pari sur lequel ils se sont niqués fort. Le fait de pas passer la Q1 du coup c'était quelque part salvateur parce qu'ils ont pu du coup full reset, s'élancer depuis la pit lane, ce qui veut dire aussi s'éviter potentiels problèmes au T1. Mais il est clair que le problème c'est toujours la relation entre la plateforme aéro et la plateforme mécanique, là où Red Bull lutte depuis plusieurs mois maintenant et là où McLaren excelle depuis plusieurs mois maintenant. Mais bon, c'est pas grave, on a pu changer tout le setup pour quelque chose qui marchait beaucoup mieux, qui nous a du coup forcé ou plutôt permis de s'élancer depuis la pit lane. La safety car elle a carry parce que du coup il y a eu le retour dans le pack très rapidement. Il y a eu ensuite une VSC qui a carry de ouf aussi parce que crevaison lente sur son set de dur, ça a peut-être amené Red Bull sur une voie stratégique plus intéressante que prévu. Je vais juste me baser sur le rythme des Aston Martin qui en ont chié en pneus durs et en admettant que la strat Red Bull c'était viens on commence sur des hards et ensuite on fait avec l'offset qu'on aura sur les médiums en fin de course, quitte à box 2 fois sur les médiums, même si je pense pas qu'il l'aurait fait pour le coup là. Il y a un monde où avec cette strat là, Verstappen il finissait pas plus haut que P5. Que les pneus c'est un peu comme le fric, c'est oui une question de quantité, dans le cas présent quantité de grip, de performance qu'il a donné, mais c'est surtout une question de timing. Ça me sert à rien d'avoir des ultra soft neufs à un tour de la fin, comme c'est vachement bien d'avoir de l'argent quand tu te fais prélever, pas après les 5 fois où ils sont présentés et t'as des frais d'enculé parce que t'es dans une mauvaise banque. Bon, pour en revenir à Max, c'est ce qu'il aurait pu gagner en ne s'arrêtant pas pour mettre un nouveau set de médium en fin de course. C'est la question qui déchaîne la twittosphère. Et peut-être pas. La strat qu'ils ont employée là, assuré, que ce soit au niveau du timing ou du relais d'enculé que Verstappen a pompé après ça, assuré de finir devant Piastri. Mais à la vérité, sans le problème de frein de Russell, que pas grand monde a l'air d'aborder dans leur analyse, en tout cas pas Motorsport, pas The Race, je suis même pas sûr que le podium était garanti. Tout du long de la course, moi dans mon fauteuil, j'étais dans mon rig pendant la course, parce que moi j'aime bien, tu vois, je suis en condition. Quand je voyais Verstappen resserrer sur les Mercedes, je me disais, bon là c'est le moment où il bute, parce que ça va être les premières voitures sur lesquelles le delta de perf est pas ultra élevé, et qui vont vouloir se défendre. Par exemple, Verstappen qui passe Alonso il est en dur, il va pas gâcher sa course à fight Verstappen, tu vois, il s'en branle. À Russell, par contre, s'il peut faire chier, il va le faire. Plein de raisons. Mais d'une part parce que c'est sa course surtout. En plus les softs c'était des pneus compliqués, ils avaient pas un tel avantage de rythme par rapport aux médiums. Par contre ils avaient un réel déficit en gestion thermique, ils surchauffaient leur mère quoi. Et d'ailleurs en toute fin de relais c'est ça qui coûte un shot à la P2 pour Verstappen. Parce que sur les 3 derniers tours, je le voyais glisser, très légèrement mais glisser quand même. Et comme t'es en toute fin de course, même si t'es dans le cul d'Antonelli, no homo, tu vas pas te permettre un move si c'est pas au moins du 50-50. Tu vas pas lancer une attaque désespérée, surtout pas quand tu joues un podium et des gros points. Donc le seul genre de dépassement que je le voyais faire, c'était un gros setup à Jungsao, qui est ce virage-là, pour ceux qui connaissent pas le nom, full batterie, DRS et un dépassement plutôt serein au premier virage. Le problème c'est que vu comment il glissait, le dernier setup qu'il aurait pu se permettre à 2 ou 3 tours de la fin grand max, il était pas possible. Cumule à ça le gros week-end d'Antonelli, son excellente gestion non seulement de sa batterie mais de la pression en fin de course, parce que Verstappen lançait des faux moves pour forcer Antonelli à défendre que dalle, qui après te sort de ton rythme et du coup tu peux glisser. Antonelli a glissé d'ailleurs, à dernier tour, sorti du virage 5, 6, il est rentré genre
Oh le cul. Bref, ça pour dire Verstappen P3. Même si la course était une masterclass en limitation de dégâts, ce week-end était malheureusement insuffisant pour réalistiquement aller chercher Lando. Et si la P2 semble de plus en plus probable au championnat, en partie grâce au slam d'Oscar, disons qu'à moins d'un gros coup de pouce du destin, le train Verstappen, il risque de pas arriver à temps. Et du coup, je vous pose la question. Est-ce que vous croyez au miracle? Pas une question à laquelle je veux une réponse tout de suite. C'est une question que je veux que vous posiez. Est-ce que vous croyez au miracle? Encore une fois, hein, c'est du foreshadowing. Alors, cette section, elle est semi-écrite, mais elle est full opinion. C'est vraiment pour l'élite de ma rétention, les 37% que vous êtes en moyenne. N'hésite pas à commenter Pierre Gasly là en dessous là pour prouver que t'es resté jusqu'au bout. Technique de rétention et de référencement digne de Furious Jumper. Bon, en même temps, Pierre il mérite. Hein, il a channel son Alain Prost Prime intérieur. Bro est arrivé au Brésil et il a oublié qu'il était dans une Alpine. Berman aussi était très bon. Bref, c'était un chouette week-end pour plein de gens. Et pour la course en général, mais pas pour les stewards du coup. Je dis stewards et steward de manière interchangeable. N'hésitez pas à me casser les couilles pour ça en commentaire. Je vais pas vous mentir, j'en ai simplement plein le cul des pénats en Formule 1. Parce que bon, déjà je me mets à la place des stewards, ils se font chier à la gueule 100% du temps. Qu'ils aient raison ou tort, il y a des gens qui pensent sincèrement hein, que le fait qu'un steward ait tort, ça te justifie de genre lui chier dessus en place publique. Bon, pourquoi pas mais, tu te planques derrière ton pseudonyme, lui non. Donc c'est un petit peu injuste. Je vais même pas analyser le contact entre Piastri-Leclerc parce que c'est fatigant. Je vais même pas parler des 40 000 secondes de pénalité pour Tsunoda qui a clairement pris la place d'Ocon dans le rôle de à qui qu'on donne une péna pour que dalle aujourd'hui. Ça sert à rien. Ça sert à rien pour vous, que vous avez une idée préfaite de cette péna de base, que vous êtes soit là pour chercher une validation parce que vous estimez mon opinion, ou que vous êtes là pour vous battre parce que vous êtes pas d'accord avec ce que je vais dire, et je suis pas intéressé là pour le coup. Ça sert à rien parce que c'est pas comme si la FIA allait m'écouter moi, hein, ils sont soit contradictoires avec leurs propres règles ou leurs propres précédents, soit ils sont tellement à la lettre dans l'application du règlement que ça en devient ridicule, et ça me sert à rien, à moi personnellement, de passer 20 minutes de ma vie jusqu'à 1 heure, hein, parce que le pipelining sur F1 TV, c'est de la merde, pour en arriver aux mêmes conclusions que d'habitude. Je suis pas d'accord, mais c'est la FIA qui décide, et puis voilà, qu'elle soit cohérente avec elle, ou non. Mon avis, ouais, au T1, Piastri, Anto, Leclerc, y a pas de pénalité, tu vois, c'est un incident de course dont le blâme est partagé entre Piastri et Antonelli. Et vous savez quoi? Ça sera arrivé dans n'importe quelle autre catégorie, c'est peut-être ce qu'on aurait eu comme résultat, tu vois. Ah, j'en ai plus rien à foutre, des takes catastrophiques que je vois partout sur Internet auxquels j'accordais un minimum d'intérêt parce que je me dis, non, mais c'est intéressant de prendre le contre-pied parce que les gens peuvent penser ça pour des raisons valides. Trois quarts du temps, non. Je vais généraliser, hein, bien sûr. Mais le fandom passe son temps à réclamer plus de shows, plus de spectacles, plus de dépassements en piste. Souvent, la FOM veut donner ce spectacle-là, parfois au détriment du sport, hein, bien sûr. Mais à la seconde où les pilotes font preuve d'un peu de forcing, d'un peu de big balls, on a la FIA dans son inconstance habituelle qui tantôt applique pas, tantôt pénalise pas, invente un truc ou nous sort un truc du fin fond du règlement que personne sait que ça existe parce que personne se le fade. Et après, t'as les fans, non pas du sport, mais les fans d'une équipe ou d'un pilote qui, quand ils sont du mauvais côté du coup de bâton, vont crier au scandale. Bah devinez ce qui se passe après, vous allez naturellement décourager les pilotes de tenter ce genre de truc. Ouais oui, mais non, mais on met en Formule 1, il faut que ce soit pur, n'est-ce pas? Faut que ce soit le talent pur qui parle et pas des gros moves bourrus comme en NASCAR, on fait des rednecks à la con qui tournent à gauche. Nous dit Pomo du 75 qui chie systématiquement sur les pilotes genre Verstappen qui ont des moves audacieux en ayant une photo de profil Senna. T'es aussi cohérent que la FIA. Alors évidemment, Pomo du 75 n'existe pas, j'ai pris un nom au pif dans générateur de pseudo.com. Ça c'est un truc que genre je trouve délicieux d'ironie, la photo de profil Senna, et se plaindre des moves de Verstappen ou du dépassement de Leclerc à Zandvoort. C'est comme les mecs avec des photos de profil bêta 50 qui me parlent de la subtile glisse du porte-à-faux. Après moi j'ai pas de problème avec les bêta 50 ou les 50 en général, jusqu'en termes de crédibilité. Me parler de subtile glisse du porte-à-faux, photo de profil bêta 50. J'en ai gros, en fait. À la base, toute cette section-là existait dans une version avec beaucoup plus d'énergie, où je criais beaucoup plus, mais où j'étais finalement assez déçu du résultat, d'où la rustine. Mais j'en ai gros parce que le règlement qu'on a là maintenant, il nous prive de choses spectaculaires. J'en ai gros parce que t'as des fanboys qui jouent les experts sans avoir lu le règlement ou sans avoir essayé de l'analyser, mais qui récitent mot pour mot ce que nous dit Jacques Villeneuve parce que il est subversif. Et comme il a un titre de plus que moi, il sait mieux de quoi il parle.
J'espère que vous vous rendez compte à quel point c'est stupide comme raisonnement. Villeneuve, je suis pas toujours d'accord avec lui. Des fois, il a des takes qui sont intéressantes, mais souvent, j'ai l'impression qu'il fait exprès de prendre le contre-pied, justement, des takes qui sont logiques, juste parce que c'est ça que veut Canal. C'est ça qui fait qu'il est signé, c'est que il fait parler de lui. Ah, parce que quand tu dis quelque chose de controversé et que t'as la tchatch, tu as la diction nécessaire, que t'as la cohérence qui va derrière et que tu peux en plus te baser sur un vécu pour que les gens questionnent pas trop, bah tu te retrouves avec deux catégories de gens sur internet, ceux qui vont call out ton bullshit parce que bah, peut-être tu dis vraiment de la merde et que pour ces gens-là du coup faut vraiment le dénoncer, et ceux qui vont te sucer en mode incroyable la take, BG, des résultats, parle de lui. Par extension, ça fait de la pub au coverage Canal. Ah, tout est marketing, ouh. Je suis en train de me dire que actuellement, là, tu vois, plutôt que de remanier le règlement technique tous les 5-6 ans à nous dire non, mais ce sera pour de la course plus organique, plus pure, du vrai racing, man. Il faudrait peut-être revoir la structure réglementaire sportive, peut-être donner aux stewards un pouvoir de décision au cas par cas avec des guidelines générales, vagues et malléables. Peut-être incorporer le fait que oui, maintenant, on juge le résultat du crash et qu'on jugerait pas de la même manière deux pilotes qui se foutent au tas qu'un pilote qui fout l'autre au tas et qui continue. Parce que là, j'ai l'impression que le règlement ultra zéleux appliqué à la lettre, eh ben, il force la main des stewards. Il force la main des stewards à prendre des décisions qui seront pas juste impopulaires, mais aussi foncièrement injustes. Au long, j'ai pas lu, je suis fatigué des discussions sur le pénal, le règlement. Et si c'était pas préjudiciable au fait que je sois créateur de contenu Formule 1 et qu'il faut que je parle de trucs qui sont controversés pour continuer à faire prospérer j'allais dire mon empire, mais bon, pas ton empire, hein, c'est 9 mètres carrés de moquette, quoi, mon empire. Parce que, eh ben, j'aimerais ne plus aborder ça spécifiquement si je pouvais, parce que c'est qu'on tourne en rond, qu'on en revient toujours à la même chose. Et est-ce que je t'ai déjà donné la définition de la folie? C'est con parce que en tournant la rustine, j'ai oublié de mettre au fur et à mesure du paragraphe est-ce que je t'ai déjà donné la définition de la folie, pardon, justement pour émuler le discours de Vass, mais c'est pas grave. Je ne donnerai pas un coup de pied dans ton parpaing. Nonobstant, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je suis Kipidaclip, vous pouvez me suivre absolument partout sauf dans la rue, on a tous les liens en description. On est sur Twitch, on fait du AMS2, on fait du R Factor parce que j'aime beaucoup un petit peu d'Assetto Corsa. Là, c'est une grosse semaine sur Twitch parce que normalement cette vidéo sort le 11-11, ce qui est premièrement la date anniversaire de Skyrim, mais deuxièmement la date de sortie PC de NASCAR 25 qu'on fera sur Twitch, mode carrière. J'aime bien le NASCAR. Oui, le NASCAR, la NASCAR, gna gna gna. Tu parles du sport ou de l'association, les deux sont valides, t'as compris de quoi je parlais. Vous cassez les couilles! Ouais, c'est ce genre d'énervement fin qui faisait que j'avais pas envie de garder la take d'avant. Putain, je me rends compte que l'éclairage du coup a vachement changé, c'est pas grave. Y a pas que ça, il y a aussi Assetto Corsa Rally qui sort jeudi. Alors je stream pas le jeudi, c'est mon jour off et je refuse de décaler mon jour off pour une énième early access. Donc on en fera vendredi. Ça, vous pouvez vous attendre à une vidéo aussi la semaine d'après. Bref, c'est un mois où je vais être pas mal occupé sur Twitch parce que entre ma carrière de Stock Car Brésil, ma carrière NASCAR qui est pas encore relancée, enfin celle de Clinton Clint Junior. Oui, je sais qu'on devrait dire The Fifth, je m'en bats les couilles. Le shit show que pourrait être, on sait pas, je pars pas avec un a priori shit show, je vous promets, Assetto Corsa Rally. Et le mode carrière PMR qui a l'air de recapturer ce que le mode carrière de Grid avait fait pour moi quand j'étais beaucoup plus jeune. On a des kilomètres à bouffer. Puis je vous ai promis une vidéo setup en fin d'année aussi. Il y a plein de trucs à faire, hein. Je vais peut-être arrêter cette vidéo ici. Ah, puis aussi dans le registre des vidéos que je dois faire, il y a 3D Rap qui nous a envoyé leur volant réplica de Benetton B195 qui, un peu à l'instar des volants 312 T4 et MP44 que je vous avais présenté il y a longtemps là. C'est pas un volant qui parlera à tout le monde, c'est pas un indispensable de ton matos sim racing, mais 3D Rap ils font des trucs très cool, notamment des modes G29 genre le kit magnétique pour les palettes, et ça c'est pour avoir un meilleur feeling du frein. Et même ils ont un setup comment ça s'appelle, un kit où tu peux en gros passer avec le hardware de ton pédalier G29 et leur kit transformer ton pédalier G29 en pédalier load cell et all effect, et ce con de Clippy face caméra a oublié de dire qu'on avait un lien d'affiliation qui serait lui aussi dans le commentaire épinglé juste en dessous des liens au lit, et moi je vais le prendre en fait ce mois-ci parce que gros spoil pour le Build Series qui arrivera à mon avis en janvier-février, je vais passer dans l'écosystème Logitech. Oui, je vous expliquerai tout ça en vidéo, évidemment. Bref, c'était Kipidaclip. Bisous.